Merci de nous avoir rejoints pour cette présentation sur le cloud Microsoft, donc qui est Microsoft Azure et qui est une solution que l'on utilise au sein de Promosoft et d'Ami DSI. Je te laisse avancer, Aurélie. Donc pour faire un petit récap pour ceux qui ne nous connaîtraient pas sur Promosoft, nous faisons partie d'un groupe qui est le groupe Infragest, qui travaille tout ce qui est l'informatique structurelle de l'entreprise, donc tout ce qui va toucher à l'utilisateur, le réseau, l'hébergement, la sécurité autour de l'entreprise ou de l'utilisateur. On fait aussi toute la maintenance des parcs informatiques ainsi que le déploiement. Donc nous sommes 4 agences sur le quart nord-ouest avec Chartres où est notre siège social. Nous avons ensuite Paris, Orléans et Rouen. Nous avons une grosse expérience sur le terrain puisque nous sommes implantés sur nos 3 agences majeures depuis plus de 30 ans. Donc un gros impact territorial et une belle reconnaissance. Et aujourd'hui, donc on a atteint les 50 collaborateurs et sur le groupe Infragest, on fait environ 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une de nos forces majeures, c'est d'avoir notre propre centre de service dans nos locaux. Donc, c'est situé à Rouen et on a un centre de service qui est ouvert sans discontinuité de 7 heures à 18 heures. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir effectuer un webinaire avec Reda qui nous accompagne puisque nous sommes partenaire manage de Microsoft. Donc, en plus d'être certifié Gold, nous avons l'opportunité, de par la qualité des services qu'on propose, d'avoir un suivi réel, que ce soit commercial et technique, donc par des gens compétents comme Reda de chez Microsoft. Bonjour à tous, j'en profite pour me présenter très vite. Donc, Reda Benamerlen, dites-moi hein, si vous m'entendez bien, mais Reda Benamerlen, ça fait maintenant 6 ans que je travaille chez Microsoft et j'ai notamment en charge la relation avec nos partenaires, enfin nos partenaires en tout cas les plus importants, ceux qui ont un partenariat fort et régulier avec Microsoft et notamment sur la partie cloud. Et Reda donc nous accompagne depuis la reprise de Project SI. Donc ça fait maintenant 1 an et demi qu'on se côtoie et qu'on fait évoluer tout le partenariat et nos clients vers des solutions ultimes de Microsoft et notamment sur le cloud qu'on va vous présenter un petit peu. Je vais laisser la parole à Reda pour introduire les notions de base du cloud Azure et du cloud dans sa globalité d'ailleurs sur cette première slide. Oui, merci, Jessie. Donc l'objectif de ce call, c'est de vous donner les fondamentaux un petit peu sur Azure. Je pense que le cloud aujourd'hui fait partie de votre quotidien pour la plupart, d'entre vous. On en entend beaucoup parler, et notamment sur Azure et c'est vrai que parfois, on maîtrise un petit peu mal, ce que c'est qu'aujourd'hui le cloud, ce que ça permet, dans quelles conditions, comment avancer sur ces, solutions-là. Et l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de démocratiser un petit peu l'approche et vous donner les bases et les fondamentaux pour pouvoir, peut-être commencer, je l'espère en tout cas, à envisager, des modèles, d'hybridité vers le cloud et notamment le cloud Azure. Alors je vais commencer par cette slide. Le modèle, elle est fondamentale parce qu'elle résume bien aujourd'hui les différents environnements que l'on trouve, chez nos clients. Alors évidemment, on part du modèle traditionnel qui est l'on-premise, hein, que vous connaissez tous, qui consiste à ce que le client, conserve l'intégralité de son infrastructure, sur un environnement on-premise, donc sur site, chez lui. Et on va commencer à parler cloud à partir du premier modèle qui est l'infrastructure as a service et comme son nom l'indique, ça concerne vraiment toutes les couches basses de l'infrastructure et vous voyez bien dans cette slide la répartition des rôles, client, Microsoft. Donc envers tout ce qui va être managé et qui va continuer à rester chez le client et l'apport, de Microsoft sur Azure. Donc concrètement sur la partie IaaS,
Le client va pouvoir continuer à gérer toute la partie applicative, ses données, toute la partie runtime et middleware et l'OS. Et on va mettre à sa disposition toute la couche Hyper-V de virtualisation, les VM, donc les machines virtuelles, hein, qui sont le pendant des machines, physiques que vous utilisez on-premise, toute la partie stockage et vous verrez un peu plus tard dans d'autres slides toutes les solutions de stockage que l'on propose et la partie, réseau, hein. Alors, l'avantage du IaaS, c'est que ça permet, déjà un modèle hybride. Et puis ça permet de continuer à gérer une infrastructure on-prem, pour tout un tas de raisons, hein, parce qu'on a envie, de continuer à avoir la main sur son infrastructure, parce que, on gère des données ou des applications critiques, et cetera et en même temps de mettre un premier pas vers le cloud sur des services qui ont pas, vocation à qui ont pas forcément de valeur ajoutée, dans la gestion, leur gestion au quotidien et que Microsoft peut gérer pour vous. Le deuxième modèle, c'est toute la partie plateforme as a service. Donc ça, c'est un modèle qui est plutôt destiné, aux développeurs, où là, on va gérer, en plus de la partie IaaS, toute la partie, OS, toute la partie, virtualisation, serveur, stockage et cetera, pour que le client, puisse continuer à se concentrer sur l'essentiel quand on est un développeur, hein, c'est-à-dire la donnée et le développement d'applications. Et puis le dernier modèle que vous connaissez tous, je pense, qui est le modèle Software as a Service, et qui est en fait Microsoft ou Office 365. Donc là, on va plutôt parler d'abonnement. Microsoft vous fournit, la solution, gère toutes les couches basses, la protection, la sécurité, la mise à disposition, la disponibilité et cetera et vous, vous consommez un service que vous payez généralement chaque mois en n'ayant aucune maintenance dessus. Je précise aussi que, le cloud Microsoft permet d'utiliser différentes, solutions de cloud, hein. Donc vous pouvez avoir, pour une entité, un service, une division, à un moment donné, besoin de développer plutôt le modèle infrastructure à des services et puis, en parallèle, développer plutôt du PaaS avec des bases de données, toute la partie applicative et cetera et dans le même temps, continuer à utiliser vos logiciels de bureautique, Office 365, hein. Donc les 3 peuvent se cumuler et continuer évidemment à garder aussi un modèle on-premise ou décider d'aller, sur du full cloud, hein. Donc il y a vraiment cette flexibilité et cette agilité qui est propre à Azure. Cette slide, elle est importante parce que le modèle typiquement d'Azure, c'est et qui a été pensé comme ça dès le départ, c'est de faire un cloud non pas, centré sur Microsoft, mais au contraire très, 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 très ouvert et c'est une vraie réalité et qui nous permet aujourd'hui d'embarquer beaucoup, beaucoup de clients, qui ont à chaque fois des périmètres, des contraintes, différentes et qui vont pouvoir migrer dans Azure sans se poser la question a priori de savoir si, l'application que j'utilise, le langage de programmation que j'utilise, le hardware, la base de données est oui ou non compatible. D'ailleurs, moi j'ai coutume de dire qu'on on fera plus rapidement le décompte des applications qui ne sont pas, ou des programmes qui ne sont pas compatibles à Azure que l'inverse et aujourd'hui, on se retrouve alors la slide, elle est pas à jour, hein, évidemment, parce que, il faudrait plusieurs slides pour le résumer. Mais aujourd'hui, la plupart des applications sur le marché, à l'exception évidemment des applications, développées en propre, la plupart des frameworks, la plupart des devices, ou des bases de données sont d'ores et déjà compatibles. Ça veut dire 2 choses, ça veut dire que un, vous pouvez, soit les déposer sur une machine virtuelle qui est, directement hébergée dans Azure, soit directement aller chercher l'application dans la marketplace Microsoft pour pouvoir directement l'utiliser dans le cloud et ça offre beaucoup, beaucoup d'avantages. Parmi les plus importants, c'est la possibilité de continuer à travailler sur les environnements, vos environnements, privilégiés. C'est aussi, la notion de pouvoir utiliser Azure, rapidement sur des environnements qui vous sont déjà familiers, donc il y a pas cette notion de formation ou de mise à niveau. C'est aussi la possibilité de continuer à capitaliser sur vos investissements, la plupart du temps récents, sans devoir forcément réinvestir sur de nouvelles solutions dans Azure. Et puis ça induit cette notion d'hybridité et j'insiste là-dessus parce que c'est fondamental,
pour Microsoft, qui est de dire que, quelle que soit, la typologie, de votre infrastructure, quel que soit le niveau où vous en êtes, de l'évolution de votre infrastructure, quels que soient les services que vous utilisez, vous n'êtes pas obligé d'aller sur un modèle full cloud. Encore une fois, et j'insiste parce que c'est super important, c'est vous pouvez progressivement, aller dans le cloud en continuant à utiliser votre infrastructure on-prem et en faisant appel à des services, Azure quand ça fait sens, quand c'est économiquement, plus intéressant pour vous, quand c'est fonctionnellement plus riche ou innovant, hein. Sans devoir effectivement, être contraint ou, obligé d'adopter un modèle, mais au contraire d'y aller très progressivement en fonction de vos besoins et de votre stratégie. Ah, pourquoi migrer dans le cloud? Alors déjà, je tiens à préciser que, le cloud, hein, je pense que vous le savez tous, aujourd'hui, est pas une mode, hein. Aujourd'hui, ça fait partie évidemment de nos quotidiens. Je pense que ça va aller crescendo. Je crois que de mémoire, aujourd'hui, le cloud représente un marché, mondial d'environ, 300 milliards de dollars. Et qu'aujourd'hui, et mais c'est aussi très vrai en France, les DSI s'orientent dans leur très grande majorité vers des stratégies de plus en plus, cloud first, qui consistent à mettre en place, une stratégie cloud dès que possible. Si je reprends le cas d'Azure, aujourd'hui Azure, est omniprésent, chez beaucoup de nos clients français, hein. On continue de croître, de mémoire là aussi de 20 au-delà de la croissance du marché du cloud. Aujourd'hui, Azure compte environ 400 services. Alors il y a on va le voir un peu plus tard, il y a 400 services, donc c'est une énorme boîte à outils, on va pouvoir, faire pas mal de choses, mais il y a des usages un peu des use cases un peu évidents, quand on veut aller sur Azure. Par exemple, la possibilité de passer de dépenses en capital, hein, et donc, d'un investissement, avec un coût initial vers des dépenses de fonctionnement dites OPEX, qui ont l'avantage d'être effectivement déductibles fiscalement pour l'entreprise. La possibilité, de bénéficier de toute la force de frappe, et de toute la technologie, Microsoft sur la sécurité, et ça aussi je vais le développer un petit peu plus tard. La possibilité aussi, de pouvoir bénéficier de services rapidement disponibles à un faible coût, sans investissement, et initial, ce qui offre quand même un sacré avantage par rapport à l'on-prem. La possibilité de mettre à l'échelle rapidement vos applications web et votre infrastructure, et ça je m'étends pas là-dessus parce que je vais y revenir. Cette notion aussi d'innovation, on n'y pense pas forcément, mais elle est pourtant fondamentale, avec la possibilité d'aller, au même titre qu'une très grande entreprise qui a de gros moyens financiers, de pouvoir innover rapidement, en utilisant des services de pointe, à un coût qui est moindre, et encore une fois sans apport initial. L'optimisation du coût, en prenant des services équivalents dans le cloud. Évidemment, on fait tout un tas d'économies, d'économies d'échelle, puisque, Microsoft, comme les autres fournisseurs de cloud, bénéficient de prix, évidemment plus avantageux sur le matériel en fonction du volume, commandé, et cette économie, elle est répercutée sur nos clients. Et puis la possibilité aussi d'utiliser les services, cloud quels qu'ils soient, uniquement quand on en a besoin, et ça fait vraiment toute la différence. On peut aussi imaginer qu'Azure soit, ou le cloud en général à la limite, soit une solution presque anti-gaspillage, puisqu'on va pouvoir utiliser un service, à un certain moment donné, l'éteindre quand on n'en a plus besoin, et donc arrêter de le payer et pouvoir le réactiver au moment où on va en avoir à nouveau besoin, et c'est à partir de ce moment-là qu'on sera facturé. Une mise sur le marché, un go to market, très rapide, hein, avec toute cette notion de DevOps. La possibilité de pouvoir, tester, coder, développer des applications en incluant toutes les forces vives de l'entreprise, et donc les mettre sur le marché beaucoup plus rapidement. Le travail à distance, je pense que là, vous l'avez tous, vécu, ces 2 dernières années, avec, pléthore de solutions sur Azure, qui vont permettre de, notamment avec Azure Virtual Desktop, de pouvoir virtualiser le bureau, les applications, pour pouvoir travailler en toute, sécurité, mais également, les services
services Azure IaaS, hein, les machines virtuelles, le stockage, et cetera. L'Active Directory qui permet, de sécuriser, l'accès à distance et évidemment Office, 365. La notion aussi, de renouvellement de votre infrastructure obsolète. La question se pose évidemment au moment où vous allez devoir renouveler vos infrastructures. Est-ce qu'aujourd'hui, fondamentalement, ça fait sens que de réinvestir sur des machines physiques, qui vont prendre de la place, qui vont coûter un certain coût, qui vont pas être forcément rentabilisées, qui vont, coûter cher en renouvellement alors que le service, est disponible dans le cloud avec tous les bénéfices dont j'ai parlé, tout à l'heure? Donc vous voyez, je pourrais en parler pendant des heures. Mais cette slide résume généralement les services auxquels, les clients, font appel quand ils démarrent, sur Azure et ensuite effectivement en fonction de l'évolution de leurs besoins, vont crescendo dans la mise à disposition ou la mise en place de nouveaux services. Tout à fait. Moi, je voulais juste appuyer tes propos, Reda, sur la notion de flexibilité qui est, un des points, les plus intéressants, aujourd'hui, d'Azure par rapport à tous ses concurrents. C'est, la rapidité avec laquelle on est capable de délivrer une machine virtuelle en fonction d'un besoin, spécifique, notamment pour la mise en place d'un environnement de test. Ce qui Ouais. aujourd'hui est rarement prévu en fait dans un environnement on-premise qui se retrouve assez rapidement saturé, sauf s'il a été dimensionné, de C'est vrai. manière très, très forte. Mmh. Aujourd'hui, l'intérêt, de pouvoir mixer entre cloud, on-premise, si on est encore sur ce modèle-là, c'est qu'avec, avec Azure, je crois qu'on est en moins de 30 secondes sur la disponibilité d'une machine virtuelle, plus après bien sûr le paramétrage qui va bien, mais, le temps de requête est vraiment très, très court, ce qui permet d'être hyper agile dans son environnement. Oui et ça, c'est un point très, très, très important. Tu as bien fait de le soulever, Jessie. C'est là où sur l'on-premise, généralement, bah, il faut passer la commande d'une machine, d'un serveur, il faut attendre qu'il arrive, il faut le configurer et cetera. Sur Azure, montre en main, c'est l'histoire de 2 minutes, hein. Vous allez sur la marketplace, vous choisissez l'environnement de votre machine virtuelle, vous la connectez à votre réseau et elle est immédiatement disponible avec tous les bénéfices et même davantage de bénéfices qu'un serveur, on-prem. C'est ça, le as a Hein, service prend et tout le avec la dessus. possibilité de déprovisionner cette machine virtuelle dans le cas où vous n'en auriez plus besoin, hein, typiquement pour faire du dev and test, et donc arrêter de payer, la machine virtuelle dans le cloud. Donc cette slide, je m'y attarde pas, mais ça reprend grosso modo les sujets dont on vient de discuter, hein. Donc cette notion très forte de scalabilité, donc l'idée d'augmenter ou de diminuer les ressources utilisées en fonction de vos besoins. La disponibilité, on vient d'en parler. La partie sécurité, on va s'y attarder un petit peu plus tard et vous verrez que, l'investissement de Microsoft est très important et a plutôt tendance à rassurer nos clients sur la capacité à sécuriser, leur environnement dans le cloud. L'OPEX, j'en ai parlé. Je vais pas en parler là parce que c'est un sujet qui est très complexe et il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais Microsoft est très investi sur cette partie, empreinte carbone et on fait en sorte d'être au niveau, et on l'est déjà en partie, mais d'être au niveau sur l'intégralité de nos data centers au niveau worldwide. Et puis, les autres bénéfices que vous voyez, affichés sur cette slide. Si. Alors pourquoi Azure? Alors Azure fait partie d'une brique, de l'intégralité de nos solutions cloud et vous voyez qu'elles sont pléthores, hein. Évidemment, vous avez toute la brique bureautique avec Office 365. Alors on parle maintenant plus de Microsoft 365. Toute la partie, LinkedIn, toute la partie Dynamics 365 où on va retrouver la couche ERP et CRM de Microsoft. La partie GitHub, hein, qui est le dernier, rachat de Microsoft. Un petit nouveau aussi avec Power Platform, qui est cette, possibilité pour nos clients de pouvoir développer des applications no code, hein, donc sans avoir, à écrire des lignes de code ou avoir, l'expertise d'un développeur. Et puis évidemment la couche, infrastructure, avec Azure. Donc, aujourd'hui toutes nos solutions cloud, hein, ont leur on-prem ont leur
correspondant dans le cloud. Alors c'est une stratégie évidemment, qu'on a, initiée il y a, une quinzaine d'années et qui aujourd'hui porte ses fruits puisque, sans trahir de secret, le plus gros de notre revenu worldwide aujourd'hui est porté par le cloud. Alors ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait que du cloud. Encore une fois, j'insiste sur cette notion, d'hybridité. On va continuer à développer, en tout cas pendant un certain temps, nos solutions on-prem. Mais l'idée, c'est que, on va permettre à nos clients, de bénéficier de l'apport, des bénéfices, du meilleur bénéfice des 2 mondes, entre le on-prem et de plus en plus en migrant vers le cloud. Alors ça, c'est pareil, hein, cette slide, elle est difficilement mise à jour parce qu'en fait, elle évolue tous les jours. Vous avez là la répartition des data centers au niveau, worldwide. Donc vous voyez qu'on couvre une bonne partie du monde, peut-être à l'exception de l'Afrique, hein. Non pas qu'on ne veuille pas y aller, mais c'est simplement qu'aujourd'hui la stabilité du réseau est encore, très en deçà du niveau exigé pour pouvoir, construire de nouveaux data centers. Mais voilà, on continue de développer, des data centers au niveau worldwide avec à chaque fois l'objectif de rapprocher, les utilisateurs et les infrastructures au plus proche des clients. Donc chaque data center, hein, ce qu'il faut retenir, il est composé de plusieurs, chaque zone, pardon, plutôt est composée de plusieurs data centers, hein. Vous avez le data center primaire de production avec des data centers, de PRA, sur une même zone, hein, qui vont permettre d'assurer le backup. Hem, Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est on est aujourd'hui l'hébergeur qui a le plus, qui a le plus de data centers au niveau worldwide, hein, donc bien plus qu'Amazon et Google, réunis, avec certaines spécificités, hein, notamment, en Chine ou en Allemagne, où les data centers sont opérés par les, opérateurs téléphoniques locaux. Ça va être bientôt le cas, je m'attarde pas parce que c'est encore confidentiel, mais ça va être bientôt le cas, pour la France et de nouvelles régions, qui arrivent très prochainement avec l'Espagne, l'Italie, Israël, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, par exemple. Et donc l'intérêt pour vous, c'est de pouvoir, héberger vos données, quel que soit, au niveau mondial, quel que soit le data center, hein. C'est vous qui décidez de là où vous souhaitez, développer vos machines virtuelles. Et donc ça, c'est évidemment très intéressant et c'est un sacré avantage quand on veut, s'étendre au niveau, worldwide que de pouvoir, monter des infrastructures très rapidement, quel que soit l'endroit où on se situe. Et puis, tout ça, s'appuie sur un réseau, le plus important au monde, hein, connecté à tous les opérateurs téléphoniques worldwide, avec, de plus en plus de la fibre optique et sous-marine, qu'on continue de développer, pour pouvoir connecter, les différents data centers. Bon, je n'ai pas grand-chose à dire sur cette slide, si ce n'est que c'est la vue d'un data center. Donc vous voyez, c'est assez impressionnant. C'est ultra protégé, hein. Moi, je sais pas si vous l'avez vu, mais je vous raconte très rapidement une anecdote qui nous a fait tous sourire chez Microsoft. C'est que le numéro 2 worldwide de Microsoft s'est rendu dans un data center et voulait, pour le visiter et comme il n'avait pas annoncé son arrivée, malgré qu'il soit le numéro 2 de Microsoft, il n'a pas pu accéder au data center, hein. On évite d'ailleurs, le maximum de présence humaine. Tout est robotisé, et automatisé de façon à ce qu'il n'y ait très peu de présence, sur place. Alors bonne nouvelle, on est depuis maintenant, 3 ans, je crois de mémoire, hébergeur de données de santé. On a été d'ailleurs le premier cloud, public à avoir, cette certification-là et on travaille, avec le ministère de la Santé très étroitement de façon à optimiser notre proposition de valeur, nos services et assurer une parfaite confidentialité à nos clients qui manipulent des données confidentielles ou critiques et qui peuvent évidemment désormais, les héberger dans Azure, sans, en répondant donc à tous les critères spécifiques liés à ce type de données.
Alors cette slide, elle fait un petit peu mal à la tête, hein, mais c'est difficile de la résumer autrement et là pareil, hein, elle est difficilement mise à jour, mais vous voyez là l'intégralité en tout cas des familles de services qu'on va retrouver, dans Azure, hein. Donc ça démarre avec les services dont je parlais tout à l'heure, hein, qui est le IaaS, l'infrastructure as a service, où là on va utiliser principalement, bah, les 4 services que sont les serveurs, hein, c'est-à-dire la puissance de calcul, le stockage, hein, pour conserver vos fichiers et vos sauvegardes, la partie réseau. Ensuite on monte, j'allais dire en gamme avec des services à plus forte valeur ajoutée, hein, que sont, toute la partie analytique et IoT, la partie intelligence artificielle où on est effectivement très présent, toute la partie data avec les bases de données et les services qui vont permettre de valoriser la donnée, la partie DevOps, donc test and dev, la partie développement d'applications et verticaliser à l'intégralité de ces services toute la couche qui va, vous permettre de bénéficier de services de management, de vos infrastructures dans Azure et de sécurisation et puis évidemment toute la partie sécurité et Active Directory. Donc il y a pas tellement de, il y a pas de contraintes, hein, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que, une fois que vous avez votre accès sur Azure, vous avez accès à tous ces services, hein, sans restriction libre à vous, d'aller, déployer le service, que vous souhaitez et par rapport aux besoins évidemment que vous avez besoin de développer, dans le cloud. Alors, j'ai mis cette slide, parce que j'ai beaucoup parlé d'hybridité, j'ai beaucoup parlé d'économie, j'ai beaucoup parlé d'agilité, de flexibilité et selon moi, le service, Azure Site Recovery qui est en fait un service de PRA, illustre bien justement toutes ces thématiques-là et la force de frappe qu'aujourd'hui un service cloud peut apporter, enfin en tout cas les bénéfices. Et c'est aussi moi j'ai été account manager, pendant de nombreuses années chez Microsoft, donc au contact évidemment direct avec nos clients et je me suis souvent rendu compte et c'est une vraie réalité en France, que beaucoup de nos clients n'avaient pas de plan de reprise d'activité parce que, très généralement très cher, compliqué à faire, fonctionner, à maintenir et cetera et Azure pouvait représenter justement, une vraie alternative et une vraie solution pérenne et fiable. Je m'explique rapidement, sur un modèle, de PRA, donc de plan de reprise d'activité on-premise, bah, vous le savez tous, hein, il faut avoir, un site, distant, à l'identique, ce qui est généralement effectivement très onéreux. Il faut avoir une équipe dédiée qui va opérer et maintenir ce plan de reprise d'activité. Il faut pouvoir compter dessus, c'est-à-dire pouvoir le tester pour s'assurer qu'en cas de défaillance, il puisse reprendre le relais et cetera, et cetera. Donc il y a quand même beaucoup de contraintes, un coût qui reste globalement très, 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 très élevé, et qui est difficilement envisageable. La proposition de Microsoft sur le cloud, c'est, d'externaliser vos machines virtuelles. Donc déjà là, on fait, des économies de coûts, importantes et c'est de pouvoir, actionner ce plan de reprise d'activité dès le premier, dès qu'il y a un problème et de pouvoir, réorienter votre infrastructure, votre organisation directement vers le cloud pour s'assurer mettre en place une vraie continuité de service, hein. Vous allez pouvoir évidemment tester, régulièrement à moindre coût et très facilement votre PRA dans le cloud de façon à être complètement sûr qu'il soit en capacité d'être, réactif, et de prendre le relais en cas de défaillance et puis, redescendre, votre infrastructure, on-premise dès que vous aurez remonté une infrastructure sur site. Donc vous voyez, les points bloquants, très importants qu'on pouvait avoir sur une solution on-premise, bah, grâce à l'apport du cloud aujourd'hui sont, inexistants et apportent une vraie flexibilité, une vraie agilité, une vraie économie et une vraie assurance de pouvoir compter sur un plan de reprise d'activité fiable, complet et activable à tout moment. Alors insécurité, vous m'entendez toujours? Très bien.
Oui, n'hésitez pas à me couper, hein, si vous avez des questions. Alors là aussi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur la sécurité, tellement l'investissement de Microsoft, il est important. Notre engagement, finalement, il est très simple, hein. C'est de que vous gardiez le contrôle sur vos données, qu'on soit totalement transparent, sur, l'emplacement de vos données, le stockage et la manière dont elles sont utilisées. C'est de sécuriser évidemment vos données au repos et en transit et d'appliquer vraiment les meilleures technologies de pointe qui vont permettre de protéger, vos données. Je vous parlais de l'investissement de Microsoft, hein. Aujourd'hui, il est à la hauteur de 1 milliard de dollars par an, principalement dans la recherche et le développement en matière de cybersécurité. Alors c'est vrai qu'on revient de loin, parce qu'il y a encore, une dizaine d'années, on n'était pas forcément reconnu, comme tel. Aujourd'hui, on est, reconnu, comme un acteur principal de cette partie, sécurité. On emploie, vous le voyez dans la slide, hein, une pléthore d'experts qui se consacre pleinement à la sécurité et à la protection des données. On est largement certifié. Je pense pouvoir dire aujourd'hui qu'on est, encore le provider, le plus certifié sur le marché. On a tout un tas de certifications, alors par pays, par, industrie, par typologie de données et cetera, que vous retrouvez d'ailleurs sur un site internet qui s'appelle le Trust Center. Parmi les plus importantes, hein, on a évidemment la ISO, 27001 qui prouve, enfin qui démontre en tout cas qu'on a, mis en place des mesures de protection, pour assurer d'une part la confidentialité, la disponibilité et l'intégralité des données de nos clients. La ISO 27018, qui est une certification accordée aux entreprises qui prennent des mesures drastiques et rigoureuses pour protéger les informations des clients et qui répondent à des contrôles très stricts. La RGPD, hein, j'en parlais, tout à l'heure. On est, RGPD, on est là aussi le 1er provider, certifié RGPD, qui est aujourd'hui l'un des plus hauts niveaux de sécurité, en tout cas en Europe. Et on va même plus loin puisqu'on a, certifié tous nos data centers RGPD et puis évidemment HDS, hébergeur de données de santé, qui est là aussi, le niveau ultime de sécurisation. Et pareil, tous nos data centers au niveau worldwide sont certifiés, HDS. Hein, donc un investissement important, constant, un niveau d'expertise aujourd'hui, reconnu et élevé, pléthore de solutions et on va le voir, un petit peu plus loin, autour de la sécurité, de la confidentialité, de la protection, de la réversibilité de vos données, et puis évidemment, des certifications et des labels, RGPD et hébergeurs de données de santé. Vous en voyez là, quelques-uns. Alors il y en a pléthore, hein, donc on peut pas tous, je crois qu'ils sont presque de l'ordre de 800 il me semble ou 400, je sais plus, je l'ai plus en tête le chiffre, mais il y en a pléthore qui couvrent à peu près toutes les industries, toutes les législations, par pays et les incontournables comme la 27001, la 27018. Ah oui, alors la sécurité sur Azure, alors pareil, hein, je peux pas tout expliquer parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais il y a plusieurs outils, plusieurs solutions qui sont à votre disposition, qui vont vous permettre d'assurer une vraie posture de sécurité, hein. Évidemment, l'incontournable qui est l'Active Directory, hein, qui est le service d'identité, historique on-prem que vous allez pouvoir retrouver dans le cloud, qui va vous permettre de fournir, d'une part, une authentification unique, du MFA, hein, donc du multifactor, un accès conditionnel, et une gouvernance, globale des identités et l'ensemble de ces solutions-là, vous permet de vous prémunir de 99 des attaques de cybersécurité. La partie Azure Security Center, donc ça, c'est plutôt un outil qui va vous faire fournir comment dire? Une gestion de sécurité de votre infrastructure totalement unifiée, avec une protection avancée contre les menaces, sur tous les services que vous utilisez dans Azure, localement ou, chez d'autres clouds, hein, type, Amazon ou Google. Et ça va vous permettre ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que vous allez pouvoir contrôler et évaluer en tout cas en permanence
la sécurité de votre infrastructure, de vous protéger des cyberattaques, parce que l'outil va vous fournir des préconisations pour augmenter votre posture de sécurité. La partie log analytique, évidemment, c'est l'outil qui va vous permettre d'analyser vos logs, en temps réel, hein, et même en gros volume, et de pouvoir détecter des problèmes et de les résoudre avant qu'ils arrivent. La partie backup, donc de la protection de vos machines virtuelles, directement dans le cloud. La partie ressource manager, c'est ce qui va vous permettre de contrôler que les personnes de votre entreprise sont bien autorisées à effectuer des actions sur vos ressources Azure, hein. Donc vous allez pouvoir gérer des autorisations en définissant des, hem, des rôles, par individu, par groupe d'utilisateurs, hein, de façon à veiller à ce que, n'importe qui n'accède pas à vos services Azure et puisse faire des modifications. La partie advisor, qui là va vous, délivrer, tout au long, du temps des conseils personnalisés avec, des bonnes pratiques à suivre pour pouvoir optimiser et sécuriser vos déploiements. La partie Key Vault, hein, qui est le service, qui va vous permettre de stocker tous vos mots de passe et et tous vos identifiants auxquels n'a pas accès Microsoft, hein, pour le coup. Donc c'est les seuls à avoir de la visibilité là-dessus, et puis la notion de site recovery, donc de plan de reprise d'activité dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va vous permettre de répliquer vos environnements et de pouvoir, assurer une continuité de votre production en cas de défaillance. La plupart de ces services sont gratuits, il y en a pléthore d'autres, mais l'objectif de cette slide, c'est vraiment de vous rassurer sur la capacité d'Azure à, évidemment protéger l'accès, à votre portail et à vos environnements, à vos services, à sécuriser vos données, à faire en sorte quelle que soit leur mécanique, hein, qu'elle soit, sur place, en transit, en travaux, elle soit, protégée de bout en bout, que vous conserviez l'accès à vos données et la main sur vos données, et la possibilité évidemment de pouvoir, manipuler vos données comme vous le souhaitez, ou même de les récupérer pour les stocker, on premise. Hem, J'ajouterais que tous les services de Microsoft, donc même si Reda a dit que là certains, beaucoup étaient gratuits, la majorité des services avec Microsoft sur le cloud Azure, des services peuvent être pris indépendamment. C'est ce qui est très intéressant aussi. C'est-à-dire que l'Azure Active Directory, par exemple, fait partie d'un plan unique qui peut être pris indépendamment. Et ça fait partie des choses très intéressantes. C'est-à-dire que selon votre construction, vous pouvez vraiment choisir la brique qui vous intéresse sans être à 100% dans un environnement de telle ou telle marque ou qualité. Et ça, c'est la grande force aussi du cloud Azure. oui. Je crois qu'on a une question de Oui, Christophe. ouais, c'est. Alors j'ai une question simplement sur les logs. Quand vous mentionnez sur votre slide 30 jours de log en termes de sauvegarde, est-ce qu'il y a une législation par rapport à ça? Parce que j'ai des clients qui m'interrogent sur la périodicité de garder les logs. Est-ce qu'il y a une législation obligatoire ou pas? Parce que vous mentionnez 30 jours, mais je pense qu'on peut aller au-delà ou pas? On peut aller au-delà, oui, oui, alors vous pouvez aller au-delà. Vous avez 30 jours, après vous avez des paliers, hein, donc vous avez 30 jours, et ensuite en fonction de vos besoins, vous pouvez conserver vos logs plus longtemps, hein, moyennant finance évidemment, hein. Ah oui, d'accord, ok, Hein, voilà, d'accord. c'est un service qui reste payant, mais vous avez évidemment la possibilité d'étendre le stockage des logs, moyennant un coût qui va venir s'ajouter en plus, au coût déjà facturé sur les 30 jours. D'accord, ok, d'accord. Bon, bah, merci, ça répond à ma question. Non, mais je D'accord. t'en et du coup, alors, si tu peux revenir sur la slide précédente, autre chose, c'est qu'au-delà de évidemment les outils, qui sont natifs dans Azure, vous avez la possibilité, via la marketplace Azure, d'utiliser les outils de sécurité, que vous utilisez on premise ou d'ailleurs dans le cloud, et que vous allez pouvoir retrouver, hein, que ce soit, les antivirus, ou autres, directement depuis, la marketplace, Azure. Heu, alors la slide est floutée, je ne sais pas si vous la voyez floutée aussi, mais ah ça y est, pardon, elle s'affiche correctement. Hem, je vais pas m'attarder là-dessus trop longtemps, mais
Il y a aussi la notion de pouvoir alors déjà vous voyez, pardon, je vais vous le dire autrement, la notion de SLA, hein. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs, SLA alors attendez, j'ai un problème avec mon écran, je suis navré. Je suis sorti voilà, je ne voyais plus la slide. Je vous demande 2 petites secondes parce que je ne sais pas ce que j'ai fait de ma s ah voilà, je voyais plus mon Teams. Donc il y a la possibilité d'avoir plusieurs niveaux de SLA dans Azure. Donc on commence avec du 99.9 sur des machines virtuelles, haute définition, premium pardon et ensuite vous avez la possibilité d'aller crescendo sur ce niveau de SLA en mettant en place des services de réplication, hein, qui sont en fait le regroupement, comment dire? Le de logique de plusieurs machines virtuelles, qui vont, elles-mêmes servir les mêmes services, hein. Donc ça peut être de la VM, des contrôleurs de domaine, de l'AD, des clusters et cetera, et qui vont vous permettre de pouvoir répliquer vos environnements soit d'un data center, hein, c'est-à-dire dans le même data center, mais sur un rack différent et là vous obtenez déjà un SLA plus important ou, dans une région enfin, dans un autre data center de la même région ou dans une autre région à plusieurs kilomètres, avec l'idée de pouvoir, en cas de défaillance, alors ça n'est jamais arrivé fort heureusement, mais en cas de défaillance d'un data center, de pouvoir, de faire en sorte à ce que, si une zone tombe, en cas de panne, l'autre data center continue à fonctionner et à vous permettre d'accéder à vos environnements. Donc ces services ont évidemment un coût. Et ils sont utiles notamment pour les clients, et il y en a pléthore aussi, qui ont des contraintes en termes de latence et de SLA et des contraintes, légales, et qui ont besoin de mettre en place ces services de réplication pour pouvoir, atteindre des niveaux de SLA qui sont généralement exigés dans leur industrie, par exemple. Alors, donc là, j'en viens plus à la partie, coût et optimisation des coûts avec la possibilité alors il y a plusieurs, possibilités d'optimiser ses coûts sur Azure. Alors on me demande souvent d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans les slides, mais je prends 2 minutes pour en parler parce que c'est un point important, et que je partage. On me dit souvent, en tout cas beaucoup de clients me remontent le fait, que Azure c'est compliqué parce qu'il y a tout un tas de services, on ne sait pas combien ça coûte, l'on-premise c'est plus simple parce qu'on a une facture, on la paye et puis, on a une idée très précise de ce que ça coûte. C'est pas faux. Mais j'allais dire, c'est un petit peu la contrepartie, du cloud et c'est valable pour tous les cloud providers, hein, et pas simplement Azure. C'est sûr qu'au départ, sur Azure, il faut faire l'exercice évidemment, via la calculatrice qui est mise à disposition, d'aller pouvoir estimer les services que vous allez utiliser, mais dont le prix sera évidemment pas fixe puisqu'il va être dépendant de la consommation que vous faites de ces services, de votre réseau et cetera. Donc évidemment, il y a un petit travail à faire pour pouvoir avoir une idée de ce que votre environnement va vous coûter et en gardant à l'esprit évidemment qu'il va évoluer au fil du temps, par rapport à l'utilisation que vous en faites. Alors ça, c'est un petit peu la contrepartie, c'est-à-dire que c'est difficile de pouvoir, compter sur une solution, qui va vous permettre de faire des économies, sans pouvoir, pour autant faire cet exercice-là qui est vraiment une étape un peu incontournable. Pour autant, les partenaires et donc Promosoft sont vraiment à votre disposition et c'est aussi leur valeur ajoutée pour vous aider à comprendre la facturation d'Azure, à définir votre facturation et à la suivre au fil du temps, à l'optimiser aussi en fonction des sources d'économie que vous allez pouvoir faire dans le cloud, et des nouveaux services que vous allez pouvoir mettre en place typiquement, parce qu'ils sont renouvelés régulièrement pour pouvoir là aussi continuer à faire baisser votre facturation. Donc c'est pas un obstacle fondamental, hein, c'est juste qu'évidemment, c'est une approche qui est un petit peu différente, et qui consiste évidemment à prendre un petit peu de temps pour pouvoir optimiser, définir les scénarios que l'on va utiliser et puis les suivre au fil du temps en fonction de la consommation que vous allez faire. Et généralement, l'exercice s'avère payant puisque, on voit chez la plupart de nos clients, que, d'une part, ils y arrivent, c'est plutôt une bonne nouvelle et que ça permet justement, en suivant l'évolution de ces services, bah, de faire baisser la facture, des services en question. Et vous avez, notamment 3 services qui vont vous permettre de pouvoir optimiser vos coûts sur Azure. C'est notamment la notion d'Azure Hybrid Benefit,
qui consiste en fait à pouvoir, pour les clients qui ont déjà investi sur des licences Windows Server on-prem ou SQL on-prem, et avec la software assurance, hein, dites-moi si le terme n'est pas familier, mais la software assurance est une assurance logicielle que vous prenez on top de votre licence serveur et qui vous permet d'accéder à tout un tas de bénéfices. Bah, en tout cas, là, pour les clients qui ont le combo solution on-prem couverte par la software assurance, ils vont pouvoir directement utiliser, sans devoir la racheter, leur licence directement dans Azure. Donc pour une licence standard, vous avez la possibilité de ne plus l'utiliser on-prem et l'utiliser dans le cloud. Et pour une licence Windows Server ou SQL Server Data Center, la possibilité de l'utiliser aussi bien dans le cloud que sur on-premise. Et ça évite évidemment de repayer pour un investissement que vous avez déjà réalisé. Alors, la notion d'instance réservée, donc c'est l'idée de pouvoir, pré-réserver des machines virtuelles sur un laps de temps de 1 ou 3 ans et donc avec un paiement upfront, hein, que vous allez pouvoir pour autant mensualiser. Donc de bénéficier en contrepartie de coûts, et si tu peux, passer à la slide suivante, de coûts, qui sont, effectivement très, très, très importants en fonction de la durée de votre engagement, hein. Pour autant, cet engagement, il peut évoluer, hein, au fil du temps. C'est-à-dire que vous pouvez, quand vous le souhaitez, réévaluer votre engagement à partir de nouvelles machines virtuelles, sans prolonger pour autant votre période d'engagement. Donc il y a une vraie flexibilité. Généralement, les machines virtuelles, quand on les déploie sur Azure, a priori, et notamment quand c'est de la production, c'est plutôt pour un usage pérenne. C'est un service qui peut faire sens et qui vous permet vraiment de bénéficier de remises. Vous les voyez affichées là à l'écran, qui sont quand même, très, très, très importantes et qui vous permettent pour le coup d'optimiser davantage, vos services dans Azure. Vous avez également la possibilité de renoncer à cet engagement, donc avec une pénalité de 12 de ce qui, restera à facturer, et d'être complètement désengagé et de repartir sur une facturation mensuelle sans engagement. Et puis dernière source d'optimisation, donc je sais qu'il en reste encore, hein, des clients qui ont du 2008, des licences, Windows Server 2008 qui sont évidemment plus prises en charge par le support Microsoft, et je vous recommande d'upgrader vos licences. Alors c'est pas toujours simple parce que, beaucoup de clients, ont des applications qui sont, attachées à ces licences qui ne peuvent pas évoluer tout de suite. Et donc là, on vous offre la possibilité de pouvoir, externaliser, votre licence en l'état 2008, hein, donc en mode lift and shift, hein, en la déposant directement dans Azure. Alors, et de profiter, d'extensions, alors non pas une extension de serveur, de support, mais plutôt de patchs de sécurité, sur une période de 3 ans qui vont vous permettre, d'avoir, du temps supplémentaire pour pouvoir, upgrader, vos licences sur une version, plus récente, vos licences Windows. Et puis la partie, dernier outil, un outil un peu incontournable, un peu phare sur Azure, qui est la partie Cost Management, qui va vous permettre, gratuitement, hein, puisque là aussi c'est un outil, gratuit, d'avoir de la visibilité sur la facturation de vos services, avec des préconisations sur l'optimisation de vos services, hein. Quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place pour, optimiser vos services et donc payer moins cher? Qui va vous permettre de comparer le coût de vos services Azure avec les coûts, de nos concurrents, notamment Google et Amazon, mais pas que, de pouvoir avoir des préconisations sur le déploiement de vos services, au-delà de l'optimisation financière, hein. Donc c'est un outil assez complet. Là aussi, avec une vue très unifiée, pardon, de tous les environnements, cloud, dont vous disposez, avec pour chacun d'entre eux de la visibilité sur le coût qui vous est facturé, des préconisations sur, les possibilités d'optimisation de ce service.
et des préconisations sur l'ajout de nouveaux services qui peuvent venir étendre les capacités de votre environnement tout en continuant à optimiser vos coûts finaux. Alors ça, je crois que c'est pour toi, hein, Jessie. Ouais, tout à fait. Donc, pour avancer dans la mise en place d'un service, d'hébergement cloud de vos infrastructures, il faut mettre en place un certain nombre de prérequis et en fait, ça va passer par, une analyse, profonde de votre infrastructure. Donc par un audit si on ne connaît pas, ce qu'il y a chez vous ou par un travail, d'avant-vente et de votre chargé d'affaires si, on maîtrise déjà votre, infrastructure pour vous proposer en fait le service qui sera le plus adapté à votre besoin. Tout l'intérêt des services proposés par Azure, c'est qu'on vient choisir une machine virtuelle en fonction d'une utilisation et on va pouvoir calibrer en fonction de votre besoin, la taille de la bande passante, le flux de données. Est-ce qu'on a besoin d'une machine plus orientée stockage, plus orientée, heu, RAM, plus orientée processeur, selon si on va utiliser des bases de données, si on va faire du RDS, si on va faire juste, de l'Active Directory sur ces machines. Et donc tout ça, c'est ce qui va nous permettre de calibrer, les machines virtuelles et donc de définir le type d'abonnement qu'on va vous proposer sur Azure. Et derrière, donc on va faire toute la partie, projet et mise en place de cette solution qu'on aura choisie et établie ensemble pour arriver bien évidemment à, le faire vivre et donc le support sur ces produits qu'on aura déployés puisque nous sommes en capacité de le faire. Et derrière, il y aura, donc un accès à votre console, à votre plateforme et vous ce sera complètement, transparent pour vous. Vous pourrez avoir accès, aux facturations selon quelle typologie vous avez sur, la console Azure. Merci messieurs pour vos interventions respectives. Le webinaire maintenant Merci touche à Reda. sa fin. Merci. On va pouvoir passer aux questions-réponses.